La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 25, à l'article 3. Nous en venons à l'examen de l'amendement 25, défendu par Madame Batho. Madame Batho, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président, merci. Effectivement, c'est un amendement que j'avais évoqué dans la discussion précédemment. C'est un amendement qui a été travaillé avec l'UFC Que Choisir, qui propose qu'en cas de récidive, l'amende administrative soit portée à 10% du chiffre d'affaires moyen sur les 3 dernières années d'activité de la personne morale. Les dispositions de la proposition de loi prévoient le prononcé d'une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale en cas de manquement. Mais si on veut avoir une sanction qui soit réellement dissuasive en ce qui concerne les personnes morales, il faut exprimer cette sanction, en tout cas en cas de récidive, en pourcentage du chiffre d'affaires. Merci Madame Batho. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable. Pourquoi? Parce que dans le texte, on s'est calé sur les sanctions administratives qui existent déjà, par exemple en termes de manquements précontractuels. Et donc on s'est calé sur le dispositif existant avec les 15 000 et 75 000 € d'amende. Donc on garde une certaine forme de cohérence dans les sanctions administratives. Et ça me semble être d'une certaine manière une meilleure voie que celle de 10% du chiffre d'affaires, qui est par ailleurs un montant considérable dont on pourrait penser, et c'est mon avis, que c'est disproportionné et que ça risquerait, je trouve, à déséquilibrer le régime des sanctions administratives qui peut s'appliquer aux entreprises. Donc c'est un avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Effectivement, ce présent amendement, Madame Batho, vous proposez d'augmenter les sanctions, notamment en cas de récidive, lorsqu'un professionnel n'informe pas le consommateur de l'existence de sous-traitants pour réaliser le chantier. Je rappelle que les dispositions de la proposition de loi prévoient déjà le prononcé d'une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale en cas de manquement. Et finalement, le montant que vous proposez, avec un pourcentage du chiffre d'affaires moyen en cas de récidive, apparaît, je dirais, manifestement disproportionné au regard notamment du manquement qui constitue une obligation formelle dont la gravité justifie le quantum qui est prévu par le texte. Pour cette raison, je suis défavorable à votre amendement. Merci Madame la Ministre. Madame Batho. Deux remarques. D'abord, il faut savoir si on veut lutter contre la fraude ou pas. Bon. Ensuite, il y a un certain nombre d'entreprises, si elles ont des attitudes malveillantes, on sait très bien que payer une amende pour elles d'un montant forfaitaire de cet ordre-là ne sera pas une grosse difficulté. Nous pensons, nous, que de faire du droit à l'information des citoyennes et des citoyens qui serait sanctionné si elle n'est pas respectée est un élément fondamental de la lutte contre la fraude. Donc nous maintenons cet amendement. Merci. Je vais mettre aux voix donc cet amendement avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 66, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Même demande du même groupe pour le vote de l'article 3. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement numéro 26, Madame Batho. Un par un. Merci, Monsieur le Président. Ce sera plus clair pour la clarté des débats parce qu'ils ne portent pas sur les mêmes. Ah si, le 27 aussi, si vous avez raison. Donc l'amendement 26, il vise à 3 choses. Donc la première, c'est un élément de clarification peut-être sur lequel le rapporteur pourra
nous répondent, c'est qu'il nous semble qu'il faut ajouter le mot qualification dans la définition du périmètre juridique qui est considéré. Le deuxième point vise à garantir la bonne transmission de l'information relative à la suspension du label, donc de transmettre cette information aux personnes bénéficiaires de l'aide qui est concernée. Pour être très clair, pour bénéficier de MaPrimeRénov', il y a l'exigence que l'entreprise soit RGE au moment de la signature du devis et au moment de la réalisation des travaux. Donc s'il y a une perte du label, ça a une incidence sur le bénéfice des aides et donc c'est indispensable que les personnes soient informées de la perte du label RGE. Et le troisième point, c'est que s'il y a une suspension du label par un professionnel qui est suspecté de fraude, ça veut dire qu'en fait, la personne qui bénéficiait de MaPrimeRénov' n'en bénéficie plus. Et donc, dans ce cadre-là, nous pensons qu'il faut que le professionnel indemnise le particulier concerné. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Sur les deux amendements, vous avez commencé à évoquer l'amendement numéro 27. Madame Bateau. Oui, vous voulez étendre d'une certaine manière la sanction de la DGCCRF de la perte de la qualification à la perte de la certification. Je m'explique, qu'un qui aurait contrevenu aux obligations qui lui sont faites pourrait perdre temporairement, définitivement le label RGE. Ça, c'est ce qui est prévu. Et là, vous dites qu'il faudrait aussi que l'entreprise, l'artisan, perde sa certification. C'est la qualification, pardon, excusez-moi, c'est la qualification. Qualification, c'est par exemple le titre professionnel qui vous permet d'exercer le métier de plombier, d'électricien. Et moi, je considère que là, c'est assez disproportionné qu'on perde le label RGE parce qu'on n'en a pas respecté les attendus. Ça me semble, et d'ailleurs, c'est le cœur de l'article et de la proposition de loi, mais d'empêcher demain un artisan de continuer son travail d'électricien ou de plombier me semblerait aller plus loin. Je vous explique la manière dont on comprend votre amendement numéro 27. Et donc, c'est un avis défavorable sur le 27. Sur le 26, moi, je partage votre préoccupation qui est de dire qu'il faut protéger ceux qui bénéficient des aides face à un professionnel qui aurait perdu le label RGE et qui pourrait ne plus avoir droit à MaPrimeRénov', par exemple. Mais ça, on l'a corrigé en commission avec l'amendement de Madame Battistel et que vous aviez également soutenu, qui permet de protéger un bénéficiaire de MaPrimeRénov' et qui garderait le bénéfice de l'aide, quand bien même on aurait découvert au cours des investigations qu'il n'est plus RGE. Et je considère qu'avec ces dispositions qui est dans le texte qui a été adopté par la Commission, il n'y a plus lieu d'aller rechercher une indemnisation quelconque du bénéficiaire par le professionnel. Donc, pour ces deux raisons, ces deux avis défavorables sur le 26 et le 27. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. En ce qui concerne le 26, finalement, vous évoquez 3 points ici, Madame Bateau. Un premier point où vous voulez, je dirais, que le client, s'il a contracté avec l'entreprise qui, à un moment donné, s'est vu retirer son label RGE, soit impacté de l'obtention des aides. Or, comme cela a été dit par Monsieur le rapporteur, ce point a déjà été évoqué par un amendement qui a été ajouté en commission des affaires économiques. Et aujourd'hui, je dirais, en l'état, la suspension ou le retrait du label RGE n'entraîne pas de préjudice financier pour le client, donc il n'y a pas lieu de modifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, certes, vous avez raison, il faut protéger au mieux les clients. Je crois qu'on est tous d'accord sur cet objectif et il faut faire en sorte de maintenir le versement de l'aide par le gestionnaire plutôt que de reporter sur l'entreprise la responsabilité de verser une indemnisation au client avec tous les risques et les délais qui en résulteraient. Et en ce qui concerne un troisième point que vous évoquez qui concerne la qualification du professionnel, cette situation ne changera pas le déroulement des travaux et ça sera également ma réponse par rapport à votre amendement 27. On n'a pas de définition aujourd'hui précise de ce qu'est une qualification. Donc ça nous paraît difficile de faire état justement de cette qualification. Donc pour l'ensemble de ces raisons, j'ai un avis défavorable sur votre amendement. Madame Bateau.
Oui, alors d'abord, pas de faux débat sur le mot qualification qui partait du raisonnement que les mots label ou signe de qualité étaient peut-être ambigus et qu'il fallait le mot qualification. Donc on parle du RGE, on ne parle pas d'autre chose. Donc le 26 est retiré. Dont acte s'il y a le maintien de la prime. Et en fait, juste pour comprendre votre raisonnement, c'est qu'à partir du moment où en fait le bénéfice de la prime est maintenu pour le particulier concerné, il n'y a pas d'absolue nécessité de l'informer en temps réel de la perte du label RGE. Je retire les deux amendements, ces points étant clarifiés. Merci, chers collègues. L'amendement 14 de M. Tivoli. Monsieur le Président, chers collègues, cela fait des années qu'on culpabilise les Français, qu'on leur demande de réduire leur empreinte carbone, de payer plus cher, de changer leur habitude, avec des énergies dites renouvelables. Soyons clairs, ces énergies qu'on qualifie de renouvelables n'ont souvent de renouvelables que le nom. Les panneaux solaires, par exemple, viennent de Chine, sont produits avec des énergies polluantes, et une fois hors service, ils deviennent des déchets qu'on ne sait pas traiter. Est-ce que c'est cela la transition écologique? Pendant ce temps, on oublie une énergie bien plus fiable. On oublie une énergie évidemment bien plus fiable qui sont nos centrales nucléaires qui produisent très peu de CO2. Ces énergies, en réalité, elles ne sont pas renouvelables, elles sont intermittentes. Ce mot est essentiel car il reflète leur réalité. Elles fonctionnent quand le vent souffle ou quand le soleil brille. Et donc cet amendement vise à appeler un chat et à remplacer par ces énergies intermittentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tivoli. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci, Monsieur le Président. Je crois que cet amendement a peu de lien avec l'objet de la proposition de loi lutte contre toutes les fraudes aux aides publiques, donc c'est un avis défavorable. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, vous ouvrez un débat qui n'est pas du tout celui qui est concerné par cette proposition de loi qui concerne les fraudes, parce que vous proposez finalement de transférer le pouvoir de suspension du label RGE qui est donné à la DGCCRF des énergies renouvelables vers les énergies intermittentes. Alors, ce n'est pas du tout l'objet de la proposition de loi sur les fraudes, donc j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci. Je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 66, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel. S'il fait l'objet d'un scrutin public, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 78, exprimé 70, majorité 36 pour, 69 contre 1. L'amendement est adopté. Madame la Ministre, mille excuses de ne pas vous avoir donné la parole. Vous souhaitez intervenir à ce stade? Nous continuons donc avec l'amendement 28 de Madame Batho. Il est défendu. Votre avis, monsieur le rapporteur? Défavorable. Madame la Ministre, sur votre avis sur l'amendement 28. Oui, merci Monsieur le Président. Vous proposez, Madame Batho, ici une information des consommateurs de la perte du label RGE par les professionnels réalisant des travaux chez eux. Je crois que la perte du label est déjà en soi une sanction qui n'a pas besoin forcément ensuite d'être connue des uns et des autres. La moindre utilisation de la possibilité de suspension est déjà un élément qui permet de lutter contre la fraude, donc défavorable à votre amendement. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 29, Madame Batho, il est retiré. Je vous informe que sur le vote des amendements 91, 64 et 33, je suis saisi de demandes de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 18 de Madame Panot, vous le présentez, chers collègues.
Merci, Monsieur le Président. Ce sera Madame Lejeune, du coup. Oui, donc c'est un amendement qui vise à élargir la possibilité de suspendre l'agrément d'État aux entreprises de conseil en énergie lorsqu'il y a une situation de conflit d'intérêts avec des entreprises de construction. On a effectivement un énorme retard sur le rythme des rénovations des bâtiments. C'est imputable au manque de financement public, c'est imputable aussi au manque d'une vraie logique de service public qui impliquerait un maillage territorialisé de personnes qui puissent accompagner les rénovations. Le dispositif des accompagnateurs Rénov' va dans le bon sens, mais on garde un problème avec le fait que, voilà, selon une étude d'une association, c'est 15% des accompagnateurs Rénov' qui seraient dans une situation de conflit d'intérêts avec le secteur de la construction et du bâtiment. Donc pour lever ces potentiels conflits d'intérêts et garantir une confiance dans le dispositif, ça nous paraît important de voter cet amendement. Merci. Merci Madame Lejeune. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, ce sera un avis défavorable. Je vous répondais. Ce sera un avis défavorable parce que c'est déjà le rôle de l'ANAC de sanctionner mon accompagnateur Rénov' qui ne seraient pas vertueux. C'est sa responsabilité, son pouvoir, et je crois qu'elle n'hésite pas à sanctionner celles et ceux qui ne respecteraient pas et qui ne seraient pas vertueux, qui ne respectaient pas les règles. Donc il est d'une certaine manière satisfait, mais pas par la DGCCRF, mais par l'ANA. Donc défavorable. Madame la Ministre, votre avis? Oui, merci Monsieur le Président. Votre amendement vise à permettre aux agents de la concurrence et de la consommation de suspendre finalement l'agrément des opérateurs dits mon accompagnateur Rénov'. Et juste vous rappeler que l'ANA peut d'ores et déjà suspendre cet agrément, donc cela paraît suffisant. Il n'y a pas besoin d'ajouter, je dirais, de la complexité avec une autre procédure, puisque ce dispositif est déjà satisfait. Madame la Ministre, Madame Lejeune. Merci Monsieur le Président. Juste pour vous répondre rapidement, c'est une étude de l'UFC Que Choisir qui nous enseigne que encore 15% de ces accompagnateurs Rénov' pourraient être suspectés d'avoir ce conflit d'intérêts. Donc c'est pas négligeable et je pense que dans l'esprit aussi de la loi que vous proposez, ça me paraît important. Et je pense que c'est le moment aussi de souligner que l'ANA n'a aujourd'hui pas les moyens suffisants aussi de faire une analyse solide sur laquelle on puisse reposer de la confiance publique de ces accompagnateurs Rénov'. Donc je maintiens l'amendement et je pense qu'il a une utilité dans le débat qu'on a ce soir. Merci Madame Lejeune. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable et du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons. Ah si, ils ont voté contre également. Vous avez voté pour l'amendement? J'ai vu contre au départ. On passe à un scrutin public. Voilà. Pour éviter toute ambiguïté. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 94, exprimé 93, majorité 47, pour 56, contre 37. L'amendement est adopté. Sur le vote de l'article 3, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public. Nous allons procéder à ce scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 92, exprimé 91, majorité 46, pour 91, contre 0. L'article 3 est adopté. Nous en venons à l'examen, après l'article 3, de l'amendement 91 de Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à permettre l'accès à l'observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique qui est aujourd'hui géré par l'ADEME, aux organismes en charge de la certification des compétences des diagnostiqueurs immobiliers, ainsi qu'aux services en charge de la répression des fraudes. Merci. Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement 91?
Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit au travers de cet amendement de permettre aux organismes de certification et à la DGCCRF l'accès à l'observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique. Cet amendement vise finalement à améliorer l'information des organismes de certification des diagnostiqueurs immobiliers des différents services de contrôle de la répression des fraudes. En conséquence, j'émets un avis favorable sur cet amendement qui participe à mieux analyser l'activité des diagnostiqueurs et notamment cibler leur contrôle. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement 91 présenté par Monsieur le rapporteur avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Alors c'était en scrutin public, autant pour moi. Je vais le mettre aux voix par scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 91, exprimé 91, majorité 46, pour 90, contre 1. L'amendement est adopté. Amendement pouvant être soumis à discussion commune, le 64 de Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est un amendement qui vise à mieux encadrer l'activité des mandataires et à autoriser notamment la publication des mandataires qui n'auraient pas respecté les règles et qui auraient été sanctionnés pour fiabiliser leur action. Il est très proche de celui de Madame Batho. Je dois dire que celui de Madame Batho est mieux rédigé que le mien, donc je propose de retirer le mien au profit de Madame Batho. L'amendement 64 est retiré. Pour l'amendement 33, Madame Batho, vous le présentez. Alors, cet amendement, Monsieur le rapporteur, effectivement, nous l'avons travaillé conjointement suite au débat en commission, où nous avons identifié en commission l'importance du sujet mandataire. Donc, j'imagine que tout le monde connaît la logique, c'est-à-dire la façon dont l'ANA peut habiliter des entreprises à être mandataires qui vont percevoir en fait les aides pour le compte des personnes. Et donc l'amendement résout un certain nombre de difficultés qu'il y avait dans le texte sur 3 points. D'abord, en fait, on étend le mécanisme du texte aux aides à la pierre. La deuxième chose, c'est qu'on crée un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers. La troisième, c'est qu'on crée un régime de publicité des sanctions prononcées à l'encontre des assistances à maîtrise d'ouvrage. Mon accompagnateur rénove, sujet qui était précédemment évoqué. Merci Madame Batho. Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement du gouvernement, le numéro 82, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Donc ce sous-amendement 82 a deux objectifs. Un premier qui est de corriger une coquille rédactionnelle relative aux sanctions administratives prononcées par l'ANA, notamment, permettant d'avoir un contradictoire qui doit être organisé avec l'opérateur agréé. Le deuxième point, il participe à sécuriser un certain nombre de dispositions relatives à l'encadrement des mandataires pouvant accompagner les usagers au titre des demandes d'aide générées par l'ANA. Il vise finalement à prévoir explicitement qu'en cas de non-respect des engagements et des garanties qui sont fixés par décret, le mandataire ne pourra pas se voir désigné en cette qualité auprès de l'ANA pour le compte d'un usager au titre de sa demande de subvention. C'est l'objet de ce sous-amendement. Merci. Toujours dans le cadre de la discussion commune, l'amendement numéro 20 de Madame Batho. Défendu. Il est défendu. Le 21, il est également défendu, Madame Batho. Oui. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements qui font l'objet d'une discussion commune? Je suis favorable au 33 et demande de retrait des 20 et 21 au profit du 33 et favorable au 82. D'accord. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement? Merci Monsieur le Président.
est favorable au 33 avec le sous-amendement et demande des retraits des 20 et 21. Bon, cet amendement est intéressant en ce sens qu'il vise à créer un régime de sanctions dans le dispositif d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à mieux encadrer l'activité de mandataire et à autoriser la publication des sanctions prises par l'ANA pour les aides qu'elle distribue et l'agrément Mon Accompagnateur Rénov' qu'elle délivre. Donc favorable. Merci. Madame Batho, vous retirez les 20 et 21 ? C'est bien. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vais mettre aux voix le sous-amendement présenté par le gouvernement, le sous-amendement 82, avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 33 ainsi sous-amendé fait l'objet d'un scrutin public. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 99, exprimé 96, majorité 49 pour 96, contre 0. L'amendement est adopté. Nous en venons à l'amendement 19 de M. Cadalen. C'est Mme Lejeune qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la logique qu'on défend, nous, sur la question de la rénovation thermique, c'est bien une logique de service public, avec notamment un zéro reste à charge pour que les ménages les plus modestes puissent y accéder, parce qu'on considère que c'est d'intérêt national, d'intérêt général, de pouvoir se loger dignement et de participer à l'effort national pour faire la bifurcation écologique. Néanmoins, dans l'attente que cette logique-là soit bien instaurée, on propose par cet amendement de mettre à disposition des ménages un registre des actes de rénovation les plus courants, ainsi qu'un référentiel de prix pour que justement les ménages puissent se référer à une échelle qui paraît raisonnable et qu'on prévienne justement les tarifications excessives sur les travaux de rénovation qui peuvent parfois advenir en l'absence de ce référentiel. Donc c'est bien pour contrer la logique d'un marché qui viendrait imposer des tarifs trop excessifs qu'on propose cet amendement. Merci Madame Lejeune. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Monsieur le Président, Madame la députée. C'est le rôle précisément des Mon Accompagnateur Rénov' que d'accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique, de les conseiller sur les prix pratiqués, et eux-mêmes peuvent s'appuyer sur les données dont dispose l'ANA. Donc je pense que tout le dispositif est déjà en place pour protéger les consommateurs et demain celles et ceux qui veulent faire rénover leur logement. Donc c'est un avis défavorable parce que le dispositif actuel me semble déjà satisfaire les objectifs que vous poursuivez avec votre amendement. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Je pense qu'on peut être d'accord avec votre souci de mieux informer, d'avoir plus de transparence et également de conseiller. Mais au demeurant, là, vous proposez la création d'un registre des actes de rénovation que vous avez intitulé les plus courants. Donc c'est déjà assez subjectif, avec une information sur les prix, mais la publication d'un tel registre, ça entraîne déjà une mesure quand même une mesure complexe qui, par ailleurs, pourrait aussi favoriser un certain nombre d'alignements de prix au détriment des consommateurs. Et je pense qu'il existe suffisamment d'informations, d'éléments aujourd'hui en termes d'information, de conseils et de transparence, et que le dispositif est satisfait. Donc défavorable à votre amendement. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a fait l'objet d'un avis défavorable et du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 63 du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à vous proposer de favoriser tout ce qui est développement d'échanges de données, notamment entre les services fiscaux et les URSSAF. C'est quelque chose qui est souvent rappelé, souhaité, qui permettra de développer des actions communes pour mieux recouvrer, mieux coordonner et d'autoriser ces services à s'échanger spontanément des informations afin de permettre un accueil conjoint des usagers également par les services fiscaux et les organismes sociaux. Monsieur le rapporteur, votre avis? Favorable. Favorable. Madame Batho, vous avez la parole.
Oui, pardon, mais cet amendement du gouvernement porte sur la procédure fiscale. Et donc, en fait, quand je le lis et que je vois, en fait, tous les organismes qui sont concernés, si je ne me trompe pas, l'article L152 du livre de procédure fiscale, ça concerne aussi les caisses de retraite, les mutuelles, etc. En fait, je me demande si on n'est pas sur une disposition qui n'a strictement rien à voir avec l'objet de la proposition de loi. Je mets aux voix cette... Madame la ministre, oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Madame Batho, donc cet amendement a été recevable et il est là, je dirais, pour lutter contre la fraude, qui est quand même l'objet principal de cette proposition de loi, et tout ce qui participe au développement d'échanges de données entre les différents services, que ceux-ci soient fiscaux ou autres, est un élément qui va dans le bon sens et qui répond à l'objectif de fraude que je pense ici nous partageons tous. Merci. Je mets aux voix cet amendement 63 qui a reçu un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 40, Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Et Monsieur le rapporteur, cet amendement prévoit la mise en place par l'ANA d'une plateforme numérique commune non publique qui permettra d'échanger en temps réel les informations issues à la fois des organismes en charge de l'octroi des aides MaPrimeRénov' et C2E, des organismes de qualification RGE, des professionnels du bâtiment et des organismes en charge des contrôles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, c'est un avis défavorable pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a fait très attention depuis le début de cette proposition de loi pour mieux lutter contre la fraude, à échanger des informations et à ne jamais créer de fichiers. Parce que les fichiers, ça pose un certain nombre de difficultés au titre du RGPD, au titre de la CNIL. Et donc, on a d'ailleurs, nous avons voté l'article 2 qui permet d'échanger massivement des informations pour lutter contre la fraude entre administrations. Deuxième point, l'ANA que vous proposez dans votre amendement pour être l'organisme collecteur ne possède pas toute l'information. Par exemple, les C2E transitent par le PNC2E. Donc, ça serait très lourd à mettre en place. Ça poserait des difficultés au titre, je crois, du RGPD et finalement sans gain immédiat, alors que dans l'article 2, on a créé ce cadre d'échange d'informations. Donc, je partage vos objectifs, mais je pense que notamment l'article 2 que nous avons voté avant permet d'atteindre ce que vous poursuivez avec cet amendement. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Avant de donner la parole à Madame la ministre, je vous informe que sur le vote des amendements 87 et 48, ainsi que sur l'article 3 bis, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République de demande de scrutin public. Madame la ministre, votre avis sur l'amendement numéro 40 de Monsieur Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends votre intérêt, Monsieur Vigier, je le partage, d'avoir une coordination importante entre les différents acteurs pour mieux lutter contre la fraude. Et c'est vrai qu'il y a un sujet, d'où cette PPL. Au regard, votre amendement vise la création par l'Agence nationale de l'habitat d'une base de données commune qui serait une nouvelle base de données d'un certain nombre de demandes d'aide concernant les chantiers de travaux. Rappelez que l'ANA et le pôle national des certificats d'économie d'énergie partagent déjà un certain nombre d'informations, que par ailleurs l'article 1 qui a été adopté dans cette PPL va permettre la suspension ou le rejet d'un certain nombre de versements d'aide publique, que l'article 2 va permettre déjà des échanges d'informations et que l'amendement qui vient d'être adopté juste avant va permettre aussi un échange de données entre les administrations fiscales et les autres organismes, et qu'à ce stade, il ne nous paraît pas opportun d'aller créer une nouvelle base, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'éléments nouveaux qui vont apporter une réponse à votre préoccupation. Donc défavorable. Madame Batho. Oui, nous ne sommes pas non plus favorables à cet amendement, mais l'amendement qui a été voté précédemment vraiment ressemble à un cavalier législatif. C'est un amendement qui porte sur l'assiette des impôts et cotisations et qui porte sur le recouvrement des impôts et cotisations, alors que le texte s'intitule « Contre la fraude aux aides publiques ». Donc on est vraiment hors sujet. C'est une disposition de loi de finances, pas de cette proposition de loi.
Pour cet amendement 40, Monsieur Vigier, vous le maintenez? Vous le maintenez. Donc je le mets aux voix avec un avis défavorable et du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en passons à l'examen de l'article 3 bis, à commencer par le 87, présenté par Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement évoque la liste de tous les diagnostiqueurs qui sont certifiés, une liste qui est rendue publique par un arrêté de 2024. Rappelez que cette liste comprend un certain nombre d'informations que sont les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro, la période de validité du certificat et le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. Cet amendement vous propose de supprimer la mention des diagnostiqueurs radiés ou suspendus, puisqu'en l'état, le texte évoque la liste des diagnostiqueurs inscrits et également ceux qui sont radiés ou suspendus. Il ne nous paraît pas, je dirais, pertinent d'ajouter un grand nombre d'éléments. Il faut mieux être clair, n'avoir simplement uniquement que la liste des diagnostiqueurs qui sont certifiés à un instant T. Et par ailleurs, la suppression la radiation ou la suspension des diagnostiqueurs est déjà un élément de sanction. Et je pense qu'il vaut mieux avoir une liste très claire, uniquement avec les diagnostiqueurs qui sont référencés à un instant T. C'est l'objet de cet amendement. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Favorable. Un avis favorable. Pas de demande d'intervention. Cet amendement fait l'objet d'un scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 113, exprimé 109, majorité 55 pour 69 contre 40. L'amendement est adopté. Il fait tomber l'amendement suivant, le 48. Et nous passons au vote de l'article 3 bis, qui lui aussi fait l'objet d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 113, exprimé 112, majorité 57 pour 110 contre 2. Je vous indique que sur le vote de l'amendement 74, je suis saisi par le groupe Droite républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous en venons à la discussion, à l'examen de cet article 3 ter, avec des demandes d'intervention. Tout d'abord, Madame Danielle Brulebois. Madame Brulebois, vous avez Merci la parole. beaucoup, Monsieur le Président. Alors, l'article 3 ter, qui a été adopté en Commission des affaires économiques, est un très bon article qui va permettre de limiter la sous-traitance à 2 rangs. Il va donc permettre de lutter contre la sous-traitance en cascade, qui est vraiment source de fraude, mais de multiples autres problèmes très graves, parce que souvent ce sont des sociétés commerciales qui n'ont aucune qualification en matière de rénovation énergétique et dont la seule activité est le démarchage agressif de clients et qui utilisent ensuite la sous-traitance, avec pour conséquence d'importantes fraudes, mais aussi le recours à du travail dissimulé, du travail à bas prix, avec pour conséquence du travail mal exécuté, des matériaux de mauvaise qualité et donc même parfois des travaux non finis. Par contre, Monsieur le rapporteur, je serai contre votre amendement 74. Parce que, voyez-vous, je ne comprends pas. Nous voulons lutter contre les fraudes. N'ouvrons donc pas la porte aux dérives. En effet, soit on exige un dispositif RGE pour tout le monde, pour les petits artisans, comme pour les entreprises commerciales. Ce RGE, il est utile, effectivement. On l'impose à nos artisans. C'est compliqué, ça leur coûte cher. On leur avait promis une simplification, on leur avait même promis une validation des acquis, qu'on n'a jamais fait. Alors aujourd'hui, alors qu'on exige d'eux des règles que vous venez de compliquer à l'amendement 85, on exige des règles
que l'on vient de compliquer pour nos petits artisans et à l'inverse, on n'exigerait aucune certification pour les sociétés commerciales. Donc je ne comprends pas, et moi je voterai contre. Je reprendrai la parole tout à l'heure, monsieur le rapporteur, pour vous le dire. Merci, Madame Jourdan. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, de la même façon, voilà, moi, la rédaction de l'article 3 ter, voilà, nous semble convenable parce que bon, elle limite la sous-traitance à 2 rangs. Donc, ce qui est vraiment une bonne chose. En plus, donc, les sous-traitants devront avoir le label RGE, ce qui est effectivement une bonne chose. Par contre, l'amendement que vous proposez, Monsieur le rapporteur, donc, veut permettre donc à l'entreprise signataire de ne pas forcément avoir le label RGE. Donc, ce qui est vraiment un problème et surtout qui a des répercussions vraiment dans les territoires ruraux. Je vais prendre simplement l'exemple du département dans lequel je vis, l'Orne, où beaucoup de petits artisans, TPE, Madame la Ministre le sait bien, voilà, sont confrontés donc voilà, à des grandes sociétés commerciales qui ont effectivement leur réseau propre avec leurs entreprises, mais du coup assèchent les possibilités de travail pour l'ensemble des artisans et TPE qui sont sur les territoires ruraux. Donc voilà la raison pour laquelle nous ne voterons pas donc votre amendement et souhaitons revenir à la forme originelle de l'article. Merci Madame Jourdan. Avant de donner la parole à Monsieur Vigier, je vous informe que sur le vote de l'article 3 ter, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Vigier, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, aujourd'hui avec l'article 3 ter, ce que nous demandons et qui relève du bon sens, c'est que seules les entreprises certifiées RGE puissent accéder en direct au marché et des RGE. Cet engagement avait été discuté avec les organisations professionnelles du bâtiment et validé par les ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian et surtout voté en commission des affaires économiques. C'est une demande forte du secteur du bâtiment. Je rappelle, c'est 620 000 entreprises qui occupent 97% du marché. On demande aux entreprises artisanales du bâtiment de se labelliser RGE, de se conformer à des normes strictes et de former leurs salariés pour accéder à ces marchés. Il n'est donc pas acceptable que des sociétés non RGE puissent capter ces aides en sous-traitant avec des entreprises certifiées. Les sociétés commerciales frauduleuses se construisent et entrent dans le marché parce qu'elles peuvent sous-traiter avec des entreprises RGE. Les sociétés non RGE ne doivent pas pouvoir contourner ces règles en recourant à la sous-traitance. Nous avons fait des propositions aux rapporteurs pour que les acteurs vertueux non RGE puissent participer à l'effort de rénovation énergétique. 1, avec la création de filiales spécialisées RGE et 2, avec la mise en place d'une co-traitance vertueuse avec les entreprises qualifiées RGE. C'est pourquoi nous nous opposerons à l'amendement du rapporteur. Les règles doivent être les mêmes pour tous. Seules les entreprises RGE peuvent accéder directement à ces marchés RGE. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Nejlen. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, cet article est l'unique amendement qui est dans cet article pose un certain nombre de questions. Déjà, en reprenant ce qui est fait actuellement et par rapport à ce qu'ont dit certains de mes collègues qui sont, mais comme on a pu tous les avoir, hein, les arguments de la CAPEB, et ils sont entendables et j'essaye aussi de les défendre régulièrement. Par contre, le fait de dire que toutes les entreprises commerciales seraient des entreprises frauduleuses, mais là pour le coup je m'oppose en faux à ce que vous dites. Il y a des entreprises commerciales aujourd'hui qui distribuent des matériaux qui ne sont pas des entreprises frauduleuses et qui contribuent de manière indirecte à faire travailler
des artisans qui sont RGE. Moi, je pense, si c'était possible de le faire, monsieur le rapporteur, qu'il faudrait en effet peut-être se laisser un peu de temps pour créer justement cette filière de certification pour ces entreprises commerciales, de telle manière justement à pouvoir différencier les entreprises commerciales vertueuses de celles qui ne le sont pas. Et encore une fois, je le répète, celles qui le sont, elles font aussi travailler des artisans. À un moment donné, il ne faut pas opposer artisanat et entreprise commerciale. Bien au contraire, il faut avant tout, et c'est le but de ce texte, lutter contre la fraude. Et ça ne peut se faire qu'en mettant tous les acteurs vertueux autour de la table, qu'ils soient commerciaux ou artisanaux. Et je pense que on a besoin de se laisser un peu de temps et peut-être la navette, monsieur le rapporteur, pour justement laisser un laps de temps pour travailler sur ce sujet. Merci, monsieur Negelen. Monsieur Lecoq. Merci, monsieur le président. Moi, je partage l'idée qu'il faille revoir cet aspect-là. Parce que moi, je suis député de la moitié du Havre et de la périphérie. Et j'ai, dans ma circonscription, énormément de gens Je vous en prie, continuez, monsieur Lecoq. Bah, je veux bien continuer, mais je ne suis pas obligé de me prendre des vannes quand même, monsieur le président. Ah. Bien, je reprends. Merci. Merci, monsieur le président. Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Donc je disais, je suis député de la moitié du Havre et d'une partie de la périphérie, territoire dans lequel les gens ont du mal à se retrouver, et c'est le sens de la loi dans toutes les entreprises parfois des marchés, etc. Et souvent, ils se tournent vers des enseignes de bricolage. Différentes enseignes de bricolage. Et donc l'idée, parce qu'ils obtiennent, moi j'ai fait l'évaluation, c'est plus de 500 chantiers qui ont été pris dans les différentes enseignes de bricolage. Et ces enseignes transmettent le chantier à une entreprise RGE du territoire. Et donc, si on laisse le texte en l'état, ça ne peut pas se faire. Alors que des gens n'iraient pas forcément directement vers des entreprises de peur, parce que le bouche à oreille a été de la fraude, etc., de gens qui se sont fait avoir et tout. Et quand il y a une enseigne qui a pignon sur rue depuis très longtemps, depuis parfois 40 ans sur le territoire, eh bien, il y a une confiance qui s'est créée. Et donc, comment le texte peut répondre à la fois à la préoccupation du collègue Vigier sur la notion de sous-traitance, et je serais tenté de le soutenir en disant attention au niveau de sous-traitance, et en même temps n'empêche pas cette possibilité de faire. Et donc peut-être que là, la réécriture mérite de le faire. En attendant qu'il y ait une réécriture dans la navette, en ce qui nous concerne, on soutiendra l'amendement du rapporteur. Merci, monsieur Lecoq. Monsieur Delépinot. Merci, monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. En fait, cet article 3 ter permet déjà de clarifier la question de la sous-traitance. Et je crois qu'il y aura une unanimité sur cette question. Mais l'amendement, lui, pose quand même un petit problème. Et je pense qu'il n'est pas du ressort, en fait, de nos débats. Il serait davantage concerné par la commission d'examen des pratiques commerciales. Parce qu'en réalité, c'est le problème de la loi du plus fort que vous évoquez dans votre amendement. Dans la relation qui peut exister entre une enseigne, qui a pignon sur rue, force commerciale et publicitaire très importante, qui, si on suit votre amendement, va mettre sous sa coupe un certain nombre d'artisans en imposant des bordereaux de prix. Mais si, monsieur le rapporteur, c'est la vraie vie, ça. C'est la vraie vie, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc vous allez avoir un certain nombre d'artisans qui vont accepter de rentrer dans cette logique d'une contractualisation. Quelque part, il va y avoir une sorte d'accaparement par l'enseigne d'un certain nombre d'artisans qui vont se retrouver dans un état de suggestion. Et quand on est dans un état de suggestion, on se voit plus facilement imposer les bordereaux de prix. Mais très honnêtement, votre amendement, il ne va pas régler le problème de la fraude, hein, que les choses soient très claires. En fait, vous évoquez un problème qui a trait à l'offre aux particuliers d'un certain nombre de prestations liées aux travaux de rénovation, et les grandes enseignes pourraient participer à cette offre, mais en réalité, elles le font déjà.
Elles le font déjà, on le sait très bien. Vous voulez installer une pompe à chaleur, un cumulus thermodynamique. Généralement, Leroy Merlin va vendre l'appareil et va dire au client, si vous voulez, j'ai un artisan pour le poser. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Bon. Le problème, c'est que ce n'est pas contractualisé. Ça n'est pas contractualisé. Et peut-être l'intérêt qu'il y a pour le client, c'est qu'il va avoir d'abord la garantie sur le produit que va lui offrir l'enseigne, et ensuite, vous avez les garanties légales de l'artisan qui va installer. Donc je terminerai, Monsieur le Président, en indiquant qu'en réalité, vous n'allez rien solutionner avec cet amendement. Allons plutôt sur la problématique des relations commerciales entre les uns et les autres. Et en ce qui nous concerne, pour une certaine majorité d'entre nous, nous voterons contre. Gernigon, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais je me pose quand même deux questions. La première question, c'est est-ce que les amendements, est-ce que l'article 3 ter a sa place dans ce texte? Est-ce qu'il ne faut pas le sortir et l'examiner autrement? Et la deuxième question que je me pose, c'est que pour obtenir le label reconnu garant de l'environnement, ça s'adresse aux professionnels du bâtiment spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique. Et je me pose une question, je ne vais pas faire de publicité, mais est-ce qu'une enseigne comme Leroy Merlin, est-ce que Point P, est-ce que d'autres fournisseurs de matériaux ne rentrent pas non plus dans la réflexion qui est amenée ici? C'est des questions que je me pose et je le répète, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais c'est deux questions auxquelles j'aimerais bien qu'on apporte une réponse et peut-être que ce n'est pas ici qu'on doit l'apporter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gernigon. Monsieur Cosson. Oui, merci de me donner la parole. Comme beaucoup d'entre vous, la question est d'abord, avant tout, de savoir ce qu'on est amené à lutter. Est-ce que c'est lutter contre la fraude ou bien c'est de faire en sorte qu'on maintienne l'activité pour que des travaux de rénovation énergétique puissent continuer à avoir lieu? Et puisqu'on parle de la vraie vie, il y a bon nombre de personnes qui aujourd'hui, effectivement, peuvent se rendre dans des enseignes de bricolage, toutes comme celle qui a pu être citée. Dans le département des Côtes-d'Armor, je vais vous dire une enseigne qui a été citée, c'est 750 chantiers qui ont eu lieu en 2024. 750 chantiers qui ont permis à des petits artisans de pouvoir avoir une activité. Et puisqu'on parle de la vraie vie, vous savez, quand vous êtes artisan, que vous n'êtes pas avec forcément une secrétaire ou un commercial, vous n'avez pas le temps de pouvoir aller prospecter pour pouvoir disposer de chantiers supplémentaires. Et vous êtes bien content de pouvoir trouver ce genre d'enseigne pour pouvoir justement disposer d'une activité supérieure. Et puisqu'on parle de la vraie vie, je vous invite à regarder comment travaillent nos cuisinistes qui, pour la plupart, travaillent avec des artisans. Et vous n'avez pas aujourd'hui d'artisans cuisinistes qui, aujourd'hui, pourraient poser des cuisines s'ils ne travaillaient pas avec des grandes enseignes. Et donc ça, c'est une réalité auquel vous devez être confrontés, parce que l'ACAPEP, bien entendu, est là pour défendre les artisans, mais pas les artisans qui soient suffisamment structurés pour disposer d'un secrétariat et d'un commercial, mais aussi le petit artisan qui, lui, a besoin de pouvoir être sur les chantiers pour amener un salaire à sa famille et de ne pas être à aller prospecter dans les boîtes aux lettres pour disposer de chantiers supplémentaires. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question si aujourd'hui l'article 3 ter est bien abouti, est-ce qu'il a bien suffisamment mûri, puisqu'on peut avoir comme conséquence rapidement beaucoup de moins de chantiers, et ceci n'est pas forcément ce qu'on voulait lutter. On voulait lutter contre la fraude, pas pour diminuer l'activité sur la rénovation thermique. Merci, Monsieur Cosson. Monsieur Grenon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur cet amendement 74, de nombreux professionnels du secteur alertent sur les conséquences néfastes de l'adoption de cet amendement. Amoindrir l'interdiction pour une entreprise non qualifiée RGE de sous-traiter des travaux aidés de rénovation énergétique, c'est permettre la sous-traitance en cascade, source de fraude et la multiplication des sociétés frauduleuses et sans qualification adaptée. Le présent article est bénéfique car il vient mettre un terme à ces pratiques. Il ne doit donc pas être assoupli comme proposé par cet amendement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grenon. Madame Batteau. Alors, très simplement, d'abord, nous avons voté en commission les dispositions de l'article 3 ter et nous les avons soutenues sur la logique de la question de la sous-traitance du label RGE et des liens qu'il y a entre
le respect de ce label et la lutte contre la fraude. Ensuite, je pense, chers collègues, qu'on a dû tous être contactés et par le roi Merlin et par la CAPEB, chacun ayant son argumentation. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on pose des questions sur les chiffres, sur les volumes concernés, etc., d'abord, les volumes concernés ne paraissent pas si importants et beaucoup de données paraissent manquantes. Quand on est en train de faire la loi, on doit se poser la question des conséquences juridiques du texte. Or, le cadre qu'on est en train de voter là, il ne concernerait pas forcément que les grands acteurs dont on est en train de donner les noms. Il peut en concerner d'autres demain qui se mettraient dans une logique pareille de faire appel à la sous-traitance sans avoir eux-mêmes le label RGE. En l'état de nos informations et de nos réflexions, nous pensons qu'il vaut mieux garder le texte tel qu'il est. Nous ne sommes pas contre la massification, évidemment, des travaux de rénovation énergétique, mais nous savons aussi l'importance de la qualité du travail des artisans, particulièrement parce qu'il s'agit de faire des rénovations performantes et des rénovations globales, donc qui s'inscrivent pas forcément dans une logique de produits standardisés qui ne seraient pas sur mesure par rapport à la réalité des logements et des maisons. Donc tout ça nécessite un certain nombre de débats. C'est pour ça que je trouve assez raisonnable la proposition qu'a fait notre collègue de garder le texte en état et d'approfondir dans la suite de la navette le fond du sujet entre les uns et les autres. Merci. Chaque groupe ayant pu s'exprimer, nous passons à l'examen de l'amendement 74. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien le défendre. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de reposer les termes de pourquoi cet amendement. Alors, cet amendement, il ne vise pas à créer ou répondre à un problème. Il vise à corriger, de mon point de vue, un dispositif qui a été introduit par un amendement défendu d'ailleurs par M. Vigier, adopté par la Commission des affaires économiques, qui vise de manière très concrète à exclure toutes les entreprises aujourd'hui de distribution qui ne peuvent pas être RGE. Parce que RGE, c'est uniquement pour les artisans, la construction, la rénovation. Et vous avez certains cités des grandes marques, et il y en a d'autres, qui aujourd'hui amènent au dernier kilomètre, auprès des particuliers, des offres de rénovation qui font vivre des artisans. Et donc, je le dis ici, je ne défends rien en matière de lutte contre la fraude aux aides publiques, parce qu'il n'y a pas de fraude. Quand vous interrogez les services de l'État, avec les grands distributeurs connus, il n'y a pas de dossier. Donc le sujet qui a été lancé en commission des affaires économiques est un sujet qui n'a rien à voir avec la fraude, mais qui a tout à voir avec les relations commerciales entre des distributeurs et des sous-traitants. Et donc, le seul objet de cet amendement est de dire, je crois que cette question de la relation commerciale n'a rien à voir dans cette proposition de loi. D'abord, ça a été dit, y compris par Madame Batho, il n'y a aucune appréciation de l'impact demain de ce que fait l'amendement adopté par la commission de M. Vigier, c'est couper tout simplement toutes les grandes enseignes connues. Vous avez cité les Leroy Merlin, les Bricorama, les Castorama, mais également les Point P, mais également les Saint-Gobain, qui maillent tout notre territoire et qui font vivre des milliers d'artisans et qui réalisent des milliers de chantiers. Et au moment où, y compris dans les débats budgétaires, on se dit comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à utiliser tous les crédits de MaPrimeRénov'. Je pense notamment au dernier débat, parce qu'on a du mal à massifier. Donc je trouve que quand même, il y a un peu un paradoxe à vouloir mettre dans cette proposition de loi de régler un peu un conflit de répartition de la valeur entre des distributeurs et des artisans. Et c'est la raison pour laquelle je vous réponds, monsieur le député, mais dans ces cas-là, il faut aller au bout du geste et voter mon amendement de suppression en disant tout ça n'a rien à voir dans cette proposition de loi. On est en train de légiférer sans aucun impact. Demain, si vous coupez le robinet sur tous nos territoires de toutes ces grandes enseignes qui font fonctionner autant d'artisans, quel impact sur leur activité? Combien d'artisans ne veulent pas investir la relation commerciale et s'appuient sur ces grandes enseignes? Donc je dis juste, c'est un vrai débat, vous avez raison, mais on ne peut pas le régler dans cette proposition de loi, sans aucune étude d'impact.
avec quand même la crainte, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, vous êtes partagés sur ce sujet-là, parce que certains reçoivent les coups de fil de la CAPEB, d'autres de grandes enseignes, tout simplement parce que ça n'a rien à faire dans cette proposition de loi. Et ça, c'est ma conviction. Deuxième élément, on dit mais c'est un scandale, ils ne sont pas RGE. Mais les grandes enseignes dont on parle, le RGE n'existe pas pour elles. Elle n'existe pas pour elles parce que ce ne sont pas des artisans, ce ne sont pas des poseurs, ce ne sont pas des électriciens, ce sont des distributeurs qui, eux, s'appuient sur des RGE. Donc, si vous voulez, la proposition, l'amendement que je fais, c'est de revenir à l'état existant. Je ne cherche à rien corriger, c'est de réparer ce que je pense être un impact non anticipé sur un marché à ce point essentiel qu'on doit réussir collectivement, qu'est la rénovation énergétique. Et je le redis, je crois, et j'insiste ici, que ce n'est pas un problème de fraude aux aides publiques. Ce n'est pas un problème de fraude aux aides publiques. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai défendu et je continue à défendre cet amendement de suppression. Et je complète, je maintiens en revanche la sous-traitance à 2 niveaux, qui a été défendu par M. Vigier, adopté en commission des affaires économiques, sur lequel je ne propose pas de revenir. Mais sur la question du réseau et du maillage territorial pour réussir la rénovation énergétique, je pense qu'on a un problème devant nous. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. En fait, la question qui se pose à travers cet amendement et finalement l'article 3 ter, c'est est-ce que imposer l'obligation d'un label RGE à une entreprise qui confie les travaux à une entreprise ou à des entreprises qui disposent de ce label RGE est une question qui permet d'avoir un lien avec la fraude. Voilà, puisqu'on est sur un texte de fraude. À cette question, j'aurais tendance à répondre non. Ça n'est pas d'ailleurs, vos différentes interventions le montrent. Vous n'êtes pas intervenu sur le sujet de la fraude au travers les propos qui ont été les vôtres. Finalement, c'est une question plus d'organisation du marché sur lequel vous voulez intervenir. Mais est-ce que le modèle qui existe correspond aux souhaits des consommateurs, aux attentes des consommateurs, de venir à un moment donné rechercher des travaux, un service, une prestation et d'avoir à côté une proposition d'une déclinaison d'un certain nombre d'interventions d'artisans qui vont réaliser les travaux qui correspondent aux attentes du consommateur. Derrière, il y a un vrai aspect commercial, il y a un vrai processus, une vraie organisation du marché. Et moi, j'ai peur qu'en modifiant à travers l'article 3 ter, il y ait une modification importante du marché. Le fait qu'un certain nombre d'artisans aujourd'hui qui interviennent en soutien auprès des grandes enseignes ne puissent plus le faire demain et que ça conduise à une désorganisation du marché sur l'ensemble des territoires, y compris sur les territoires ruraux, comme c'était évoqué. C'est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à cet amendement qui vise à revenir. Alors, la discussion, elle est peut-être légitime, mais probablement, par ailleurs, pas sur ce texte. Donc, avis favorable à l'amendement. Merci, Madame la ministre. Donc je commence à avoir plusieurs demandes de parole. Ce que je vous propose, ce sera limité à 1 par groupe et je vous invite à faire 1 minute, puisqu'on a déjà eu l'occasion dans la discussion générale de cet article d'exposer les différents arguments, de limiter si possible vos interventions à 1 minute, à commencer par Madame Marceau. Pour compléter, aller dans le sens de l'avis de monsieur le rapporteur et aussi de mon collègue Michael Cosson et monsieur Neglen, franchement, l'offre de ces fameuses enseignes de bricolage, qu'elles soient très connues ou dans nos petits villages, des enseignes moins connues, l'offre de ces enseignes directement impactées concerne des clients qui, d'habitude, en tous les cas, puisqu'on parle de la vraie vie, je parle de la vraie vie de chez moi, hein, on partage finalement nos vraies vies, des clients qui ne sont pas forcément captés habituellement par les artisans. Moi, chez moi, et j'ai plein de copains, j'ai des amis aussi qui font les travaux tout seuls. Donc, ils vont acheter des matériaux. Et puis, il s'avère que lors du conseil sur la vente de ces matériaux, il y a une difficulté de mise en œuvre. Alors, qu'est-ce que font les vendeurs, les commerçants? Ils proposent, si vous voulez, pour aider à la mise en œuvre, c'est quelques centaines d'euros en plus, ils proposent de l'aide. Et ça, c'est un marché qui ne serait pas capté si on interdisait évidemment cela. Donc, je veux dire, au final, ça ferait moins de chantiers. On bride un marché potentiel, ça ne va pas du tout dans le sens de l'histoire.
Je vous remercie, Madame Marceau. Monsieur Delépinaud. Vous avez la parole, Monsieur Delépinaud. Pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, on a fait la même analyse juridique de votre amendement. Mais maintenant, moi, je vais être très pratique et très politique. Le secteur du bâtiment est dans une crise absolue. Et j'ai le regret de dire que notre texte a mis le feu. Le principe, déjà, c'est de contenir ce feu. Nous allons prendre la décision que nous allons prendre les uns et les autres. Et nous allons retourner dans nos circonscriptions pour réexpliquer la problématique que nous venons d'avoir. C'est-à-dire que nous avons une disposition qui devrait être dans un autre, je dirais, véhicule législatif, mais peut-être pas celui-ci. Le Sénat s'intéressera aussi à la question. Mais au moins, on aura eu l'explication de texte sur la base et de l'article 3 ter, qui est très positif concernant la problématique de la sous-traitance, mais également votre amendement qui pose aussi une question sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Parce que ça veut dire aussi, là je m'adresse à la CAPEB, il faut également que les artisans se restructurent, par exemple en coopération, pour accéder à l'achat de matériel à des prix intéressants, et que ce prix intéressant soit également répercuté sur le client. Parce que nous avons le souci des artisans, mais nous avons aussi le souci de nos concitoyens qui aujourd'hui ont des difficultés de pouvoir d'achat. Merci, Monsieur Delépinaud. Monsieur Vigier. Oui, monsieur le rapporteur, vous parlez de maillage territorial des enseignes. Mais bon sang, le maillage territorial sur les territoires, il est fait par les artisans. Vous trouverez plus facilement sur des territoires, notamment sur des territoires ruraux, des artisans qui sont à proximité des particuliers que des enseignes. Et puis quand vous rajoutez un intermédiaire, vous rajoutez un coût supplémentaire, vous dites qu'on va perdre des marchés de travaux. Je suis désolé, ils seront traités directement par les artisans et il n'y aura pas de perte de marché de travaux. Je pense que les enseignes sont là pour vendre des matériaux et que les artisans en direct avec les privés sont là pour faire les travaux. Comme disait ma grand-mère, chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Je vous remercie, Monsieur Vigier. Monsieur Topiac. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, alors, le groupe Eliott sera contre cet amendement puisque nous considérons effectivement qu'il faut probablement trouver une solution pour les grandes enseignes, mais nos artisans aujourd'hui ont fait des efforts considérables pour être RGE, ils payent pour avoir ce label, ils traversent en plus quelques difficultés. Je conçois qu'il faudra trouver d'autres dispositifs peut-être pour ces grandes enseignes qui peuvent faire de la co-traitance, comme ça a été évoqué par M. Vigier tout à l'heure, ou qui peuvent monter des filiales pour être labellisées. Donc ça ne les bloque pas quand même dans leur possibilité d'avoir toujours accès à ce marché. Et je rappelle malgré tout que si nous restons dans la hiérarchie des grandes enseignes d'abord et des artisans derrière, qui capte la valeur? Quand vous êtes sous-traitant, qui capte la valeur? Donc, est-ce qu'on veut renforcer la captation de la valeur sur ce marché de la rénovation par les grandes enseignes ou est-ce qu'on veut favoriser nos artisans qui font vivre nos territoires? Je rappelle que en milieu rural, les artisans, ils sont installés, y compris dans les plus petites communes de nos territoires ruraux. Et les grandes enseignes restent dans les bourgs-centres et les métropoles. Donc, aménageons aussi notre territoire et préservons notre artisanat. Merci, Monsieur Topiac. Je vous informe que sur le vote du sous-amendement 80, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Jourdan, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme on le disait, dans l'article d'origine, il y a bien effectivement une amélioration avec la limitation de la sous-traitance. Par contre, quand vous dites que du coup, le réseau des sociétés commerciales permet de travailler avec les artisans jusqu'au dernier kilomètre, c'est pas tout à fait vrai. Là, vraiment, enfin, moi, quand j'entends les artisans et TPE parler sur mon territoire, ce n'est pas ce qu'elles disent. Hein. Elles sont vraiment face à une concurrence sévère. Et donc, voilà, ça les met donc en difficulté. Et en fait, ce qu'elle demande un peu, c'est de renverser la logique. C'est-à-dire que les habitants qui demandent des travaux de rénovation s'adressent aux artisans RGE que l'on connaît bien. Et après, rien ne les empêche, évidemment, d'aller s'adresser après à l'achat de matériaux où elles veulent, y compris vers les sociétés commerciales. Merci, Madame Jourdan. La parole est à Monsieur Lecoq. Oui, merci. Dans la vraie vie, on ne connaît pas toujours bien les artisans. Dans une grande ville de 300 000 habitants,
Je ne suis pas sûr que chaque citoyen connaisse bien les artisans. Ceux qui vivent dans des villages et tout, on connaît peut-être les artisans qui sont autour. Et, non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe. Il y a un marché qui est structuré autour de différentes possibilités. Tel que l'article 3 ter est rédigé, on fait tomber une partie des possibilités. On les fait tomber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit les gens ne vont plus aller, puisqu'il y a toujours cette question de confiance. Les gens sont persuadés que c'est plus facile d'avoir confiance dans une grande marque de distributeur plutôt qu'un petit artisan qu'on ne connaît pas, qui peut tomber à tout moment, qui peut... La demande, par exemple, d'avoir, je termine, Monsieur le Président, d'avance financière, elle est moins importante quand vous allez chez un grand distributeur. Alors, à un moment donné, depuis tout à l'heure, on discute de la capacité du client à payer, à avancer, etc. On lutte contre la fraude, mais je pense que c'est dommage de faire tomber ce marché. Merci, Monsieur Lecoq. Madame Lejeune. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est aussi le moment de souligner que tout ce débat qu'on a ce soir sur la fraude aux aides publiques, ces fraudes, elles naissent aussi dans un contexte de défaillance et d'abandon par l'État. On parle de maillage territorial. S'il existait réellement un maillage territorial de points d'entrée France Rénov', les questions qu'on se pose maintenant ne se poseraient pas dans les mêmes termes. Si vraiment la rénovation thermique des bâtiments était une priorité nationale, il existerait ce maillage territorial et ça se poserait en termes de services publics. Si vraiment c'était une priorité, il y aurait aussi un zéro reste à charge pour permettre aux ménages précaires de financer ces travaux. Si vraiment c'était une priorité nationale, il n'y aurait pas eu 1,7 milliard de coupes dans le budget proposé par M. Barnier, puis 584 millions de plus de baisse de MaPrimeRénov' votée il y a peu au Sénat. Donc aujourd'hui, la question des fraudes, elle se pose aussi dans ce contexte d'abandon des priorités d'investissement par l'État. Donc cet intermédiaire par les grandes enseignes, ça introduit une captation de la valeur. À un moment, on a besoin de prioriser l'investissement public et le service public de la rénovation thermique des bâtiments. Merci, Madame Lejeune. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Juste un point pour peut-être partager le dernier élément de conviction de mon côté, c'est que ça a été présenté souvent, la place des distributeurs, comme un monde binaire. Soit on est sous la coupe des grands distributeurs, soit alors on serait libéré en votant le texte. Mais les artisans, ils ont le choix aujourd'hui. Vous avez le choix. Vous avez 1500 artisans qui travaillent avec une grande plateforme, qui y voient peut-être des avantages de ne pas avoir de commerciaux, et puis vous avez plein d'artisans qui ne passent pas par ce type de marché. Donc la conséquence directe de cet amendement, de l'amendement qui a été adopté en commission, vous risquez de réduire la taille du marché. Tout simplement. Vous allez réduire la taille du marché. Là où aujourd'hui, un artisan, il peut tout à fait décider, et il y en a plein qui le font, de mener des chantiers de rénovation. Ce n'est pas une alternative. Le marché aujourd'hui, il n'a pas une alternative. Il y a les deux solutions. Et vous allez fermer un pan du marché qui permet notamment de capter des consommateurs qui, passant notamment les portes des grands distributeurs, s'engagent dans les travaux de rénovation. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Et nous passons au vote ensuite. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, chacune et chacun qui s'est exprimé montre une volonté de protéger les artisans. À chaque fois, ça a été en tout cas l'objectif, la motivation des interventions des uns et des autres. La question est de savoir, est-ce que cet article 3 ter, tel qu'il est rédigé, va protéger les artisans et va continuer à leur donner un certain nombre de marchés comme actuellement? Et à cette question, j'aurais tendance à répondre non, puisqu'effectivement, dans un dispositif de cette nature, il ne va plus y avoir un ruissellement vers les artisans. Donc, si véritablement il y a une volonté effectivement de continuer à donner des marchés à un certain nombre d'artisans, au plus près des territoires, je pense que l'amendement 74 apporte une réponse. Très bien, nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 74. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici
le résultat du scrutin. Votant 120, exprimé 114, majorité 58, pour 53, contre 61. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons toujours avec un vote à scrutin public sur le vote de l'article 3 ter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 121, exprimé 120, majorité 61, pour 79, contre 41. L'article est adopté. Article additionnel après l'article 3 ter avec l'amendement 39 présenté par M. Ray. Oui, merci Monsieur le Président. Bien, cet amendement est un amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 3 ter que nous venons de voter. Cet amendement vise en effet à interdire la sous-traitance en cascade pour les travaux d'aide dans le cadre des dispositifs d'aide de MaPrimeAdapt' notamment. On le sait, la sous-traitance en cascade peut favoriser des risques de fraude aux aides publiques et surtout génère une dilution des responsabilités. Cela pose des difficultés en cas de défaillance des équipements installés et donc de mise en cause de cette responsabilité. Donc cet amendement vise à limiter la sous-traitance à 2 rangs, notamment pour ces travaux. Et nous sommes favorables au sous-amendement Cazenave qui vient corriger dans sa forme le dit amendement. Merci M. Ray. Sous-amendement 80 présenté par M. le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel. Madame la ministre, votre avis sur l'amendement et le sous-amendement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à limiter la sous-traitance à 2 rangs, qui a été présenté par M. Nicolas Ray, pour tous les travaux qui font l'objet d'un financement dans le cadre de MaPrimeAdapt' ou les certificats d'économie d'énergie. Alors c'est vrai que dans un premier abord, moi aussi j'étais un peu sur cet axe-là, d'une limitation d'une sous-traitance à 2 rangs, qui peut connaître sa justification. Mais je vais vous donner 2 exemples. Des exemples de recours à des sous-traitances de rang 2, à la fois pour des maisons individuelles et des copropriétés. Il s'agit par exemple d'un cas de rénovation de maison individuelle où il existe des cas où par exemple un plombier chauffagiste a besoin de faire appel à un électricien pour réaliser les travaux, qui lui-même a besoin à un moment donné de faire passer un peintre pour repeindre un mur. Et là, vous avez une sous-traitance avec un rang 2. De la même manière, pour des copropriétés, on peut avoir des exemples de réhabilitation lourde où l'on peut avoir besoin de métiers très spécifiques, comme par exemple la création d'une charpente métallique. Et si vous ne permettez pas d'avoir recours à ce rang 2, vous ne permettez pas forcément que tous les besoins identifiés sur le chantier soient satisfaits. Voilà, donc je pense qu'il s'agit d'un autre sujet. Donc j'ai émis un avis défavorable sur l'amendement 39 et un avis favorable au sous-amendement. Merci, M. Cosson. Oui, c'était juste pour essayer de faire un petit résumé de ce qu'on vient de vivre en 10 minutes. Alors, le tour précédent, on avait justement des interventions pour défendre nos petits artisans. Et la fois d'après, là, cette fois-ci, on interdit à un petit artisan d'espérer rénover un chantier global, chose vers laquelle on essaye d'inciter. C'est-à-dire qu'on va demander aux petits artisans d'avoir la compétence en matière de chauffage, de menuiserie, d'isolation, s'il ne veut pas se retrouver dans cet amendement qui l'empêcherait de pouvoir répondre à un particulier qui, lui, doit faire une rénovation globale. Et donc, il ne peut plus avoir affaire à un artisan. Permettez-moi de penser que je pense que il va falloir que des gens retournent sur le terrain. Merci. Donc nous allons procéder au vote tout d'abord du sous-amendement qui fait l'objet d'un scrutin public. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Résultat du scrutin, votant 111, exprimé 104, majorité 53 pour 103 contre 1. Le sous-amendement est adopté. Le vote de l'amendement ainsi sous-amendé, l'amendement 39, qui est, alors là c'est à main levée, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous passons à l'examen de l'article 4 avec l'amendement 52 de M. Ben Brahim. Il n'est pas défendu. Des amendements identiques, le 55 de Mme Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rappeler que les contrôles commandés par le demandeur, conformément à la réglementation des CEE, sont effectués par des organismes de contrôle accrédités par l'État. C'est l'article 1 de l'arrêté du 28 septembre 2021 que nous avons voté relatif au contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, dont le rôle est d'attester la bonne conformité des opérations. Merci Madame Brulbois. Le 60 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur l'amendement 55. Merci Monsieur le Président. J'émettrai un avis, demande de retrait, sinon un avis défavorable sur cet amendement. Pourquoi? Parce que la logique des C2E, c'est toujours le demandeur qui est responsable in fine. Ce qu'on appelle les obligés qui sont responsables des contrôles. Et là, vous créez une autre chaîne de responsabilité d'une certaine manière, et donc vous avez déséquilibré tout le système. Et par ailleurs, mais c'est un problème de forme, votre amendement cite une disposition réglementaire dans la loi, donc il aurait fallu éventuellement le réécrire. Mais sur le fond, je pense que vous venez là déstabiliser un régime de contrôle, je le dis, qui repose sur les obligés, les demandeurs de C2E. Donc c'est très exigeant de leur part pour qu'eux-mêmes s'assurent que les contrôles sont bien faits. Donc demande de retrait, sinon défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Vous proposez d'étendre aux organismes d'inspection l'engagement sur la conformité des opérations CE faisant l'objet d'une demande de CE. Juste rappeler que l'attestation de la conformité des opérations CE par les organismes d'inspection relève de la relation contractuelle entre le demandeur de CE qui organise le contrôle et l'organisme de contrôle lui-même. Donc ce dernier n'a pas d'obligation vis-à-vis du ministre chargé de l'énergie. Donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame Brulbois, vous le retirez? Vous le retirez, merci. Je vous informe que sur le vote des amendements 88, 50 et 89, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République de demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement 77, Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Cet amendement, il a pour objectif d'obliger les demandeurs de C2E à signaler au PNC2E les entreprises qui ne respectent pas la réglementation, toujours dans le même objectif de resserrer un peu les mailles du filet, notamment dans la mise en œuvre des certificats d'économie d'énergie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Cet amendement il permet de renforcer la visibilité, donc l'action de l'administration pour lutter contre la fraude, donc favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement de Monsieur le rapporteur qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous informe que sur le vote de l'article 4, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. L'amendement 51 de M. Midi. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, soyons clairs, hein. Là on parle de fraude et donc de fraudeurs. Les fraudeurs, ce sont des délinquants qui volent l'argent public, l'argent des Françaises et des Français. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait d'impunité pour les fraudeurs. C'est l'objet de cet amendement qui permet de rehausser le montant du plafond des sanctions pécuniaires qui peuvent être infligées aux demandeurs de C2E afin de renforcer l'effet dissuasif. Le montant de la sanction pourra ainsi atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires hors taxe, contre 4% aujourd'hui, et jusqu'à 12% du chiffre d'affaires en cas de nouveau manquement, contre 6% aujourd'hui. Je mentionne que par cohérence, ce rehaussement du plafond est également appliqué aux sanctions pécuniaires visant les acquéreurs de C2E n'ayant pas mis en place ou de façon incomplète les vérifications imposées lors de l'acquisition des certificats. Merci. Midi, Monsieur le rapporteur. Favorable. Madame la Ministre. Favorable. Pas d'intervention. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable et de la Commission et du gouvernement qui est pour,
Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 88 de Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques. Merci Monsieur le Président. Il s'agit là encore de renforcer le dispositif de sanctions qui s'applique aux fraudeurs. Quand vous avez par exemple demandé des certificats d'économie d'énergie pour une surface de 200 mètres carrés alors que vous n'avez que 100 mètres carrés, aujourd'hui on ne peut récupérer que les 100 mètres carrés que vous avez mal déclarés. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir récupérer tous les certificats d'économie d'énergie parce qu'après tout, vous avez commis une fraude et il n'y a aucune raison que vous bénéficiez de soutien public. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, votre avis est favorable sur cet amendement. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je le mets aux voix. Et pardon, Monsieur Zitzenstuhl, je vous en prie. Monsieur le Président, je voudrais juste, à l'occasion de ce débat sur les C2E, peut-être poser une question au gouvernement, parce que, Madame Louwagie, vous étiez à la Commission des Finances, donc vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, on a eu une audition très intéressante de la Cour des comptes sur le sujet des C2E et un rapport qui avait été rendu en septembre 2024. Rapport assez critique en réalité sur le fonctionnement des C2E, il était pointé la complexité du dispositif, le fait que les gains énergétiques étaient parfois discutables. Et de mémoire, l'une des recommandations fortes de la Cour était que l'État, parce que ce n'est pas le Parlement qui peut prendre ça en charge, que le gouvernement, que l'État lance un plan d'ampleur et qu'il fallait notamment automatiser les contrôles. Donc je voulais juste brièvement vous le rappeler aussi, et puis savoir s'il y avait des travaux qui avaient été engagés à Bercy et de façon plus large dans les administrations pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Je crois que nous avions tous, à la Commission des Finances, apprécié les travaux qui avaient été rendus par la Cour des comptes, qui nous avaient éclairés sur le dispositif en mettant l'accent sur un certain nombre de manques, de pistes d'amélioration. Vous dire, et nous aurons l'occasion de l'évoquer au travers des amendements du député Causse qui vont intervenir, qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'un point de vue réglementaire qui sont travaillés actuellement et qui feront l'objet d'une adaptation et d'un règlement pour justement prendre en compte un certain nombre d'imperfections qui ont été soulignées par la Cour des comptes. Merci Madame la Ministre. Nous avons donc un scrutin public sur cet amendement 88 de Monsieur le rapporteur qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 106, exprimé 102, majorité 52, pour 102, contre 0. L'amendement est adopté. L'amendement 50 de Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Madame la ministre est favorable. Il y a également un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 101, exprimé 91, majorité 46 pour 89, contre 2. L'amendement est adopté. Le 89 de Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Une partie des C2E servent à financer des véhicules électriques, et cet amendement il vise à permettre notamment aux PNC2E qui gèrent les C2E d'avoir accès au système d'immatriculation des véhicules. Ça peut paraître idiot, mais ça permet de s'assurer que les C2E financent des véhicules qui existent vraiment. Merci Madame la Ministre. Votre avis est favorable. Il n'y a pas de demande d'intervention. Cet amendement est également soumis à scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 110, exprimé 110, majorité 56, pour 100, contre 10. L'amendement est adopté. Nous passons au vote de l'article 4, également par scrutin public. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 114, exprimé 114, majorité 58 pour 113, contre 1. L'article est adopté.
Je vous informe que sur le vote du sous-amendement 99, du sous-amendement 98 et de l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République de demandes de scrutin public. Ces scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous passons à l'examen de l'article additionnel après l'article 4. Monsieur Causse, vous avez un certain nombre d'amendements. Vous les défendez ensemble? Oui, merci, Monsieur le Président. Ça va aller plus vite puisque je vais retirer le 7, le 8 et le 1 pour aller directement à l'amendement numéro 12 qui est sous-amendé par le rapporteur puisque nous avons travaillé ensemble et je pense que le 12 reprend toutes les idées de toute façon des trois premiers. Voilà, donc c'est une idée complète. Donc cet amendement vise à renforcer la transparence et la vérifiabilité des opérations réalisées dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, donc à travers ou bien des photographies horodatées ou alors des vidéos voire éventuellement géolocalisées. Donc cela s'inscrit dans une volonté de renforcer la fiabilité du dispositif des C2E, d'en améliorer le suivi et de mieux lutter contre les abus potentiels tout en prenant en compte les retours d'expérience sur le terrain, et puis c'est un sujet qui a été évoqué précédemment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Causse. Monsieur le rapporteur, vous avez deux sous-amendements, le 99 et le 98. Vous les présentez. Merci, Monsieur le Président. Dire au député Lionel Causse que j'émettrai un avis favorable à son amendement numéro 12 et que je complète avec deux sous-amendements, un sous-amendement rédactionnel et un deuxième qui permet d'élargir un peu le dispositif pour atteindre pleinement l'objectif d'utiliser tous les moyens, notamment numériques, pour mieux lutter contre la fraude dans le domaine. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, votre avis sur les sous-amendements et sur l'amendement? Alors, concernant l'amendement Causse, il s'agit ici de mettre en place un dispositif d'horodatage, de géolocalisation, de contrôle vidéo à distance pour le dispositif des C2E. Donc cela participe bien entendu à la lutte contre la fraude. Nous pourrions imaginer que ces modalités pratiques ne relèvent pas forcément de la loi, mais plus d'un niveau réglementaire. Par exemple, le fait que certains contrôles soient des contrôles par contact. Pour autant, donc, j'émets un avis de sagesse sur l'amendement 12 et des avis favorables sur les amendements 98 et 99 et sagesse sous condition des amendements adoptés, des sous-amendements adoptés. Madame la Ministre, donc je vais mettre aux voix tout d'abord le sous-amendement 99 qui est avec un scrutin public. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 109, exprimé 73, majorité 37 pour, 62 contre 11. Le sous-amendement est adopté. Pour le sous-amendement 98, également scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 111, exprimé 72, majorité 37 pour 61, contre 11. Le sous-amendement est adopté. Pour le vote de l'amendement à main levée, qui est pour? Qui est contre? L'amendement ainsi sous-amendé est adopté. Le 15 de M. Tivoli. Il n'est pas défendu. Le 23, c'est Madame Lejeune. Il est défendu, Madame Lejeune. Vous le défendez? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement vise à promulguer, enfin, à demander un rapport basé sur le fait que, effectivement, c'est assez curieux de proposer une loi demandant d'augmenter donc la lutte contre les fraudes aux aides publiques à un moment où on est complètement en train de désosser l'État et de le priver de ses moyens d'action. C'est vrai sur la fraude fiscale qui devrait nous occuper en premier lieu vu les montants que ça représente. C'est vrai sur le contrôle des immenses aides aux entreprises qu'ils ont versées à hauteur de plus de 200 milliards par an. C'est vrai aussi sur les dispositifs de rénovation thermique puisque lors d'une audition que j'ai pu faire en tant que rapporteur avec la DGEC, ils m'ont dit qu'il y avait 7 équivalents temps plein
qui étaient du coup mobilisés pour faire ces contrôles sur les travaux de rénovation thermique, ce qui est largement insuffisant quand on regarde les nombres de fraudes qu'il peut y avoir sur ces travaux-là. Donc c'est un rapport qui demande donc de faire une évaluation des moyens qu'il nous faudrait pour appliquer les dispositions de cet article. Je vous remercie. Merci Madame Lejeune. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous soulevez la question des moyens et je pense que les équipes du PNC2E seraient mieux employées à faire des contrôles qu'à rédiger des rapports, donc c'est un avis défavorable. Madame la ministre, même avis. Je mets aux voix cet amendement 23 qui a reçu un avis défavorable et du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. N'ayant pas été saisi de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix la proposition de loi. Pardon, il y a Madame Batho souhaite le faire, mais il fallait faire la demande. Madame Batho, vous la faites et je vous donne la parole. Ne râlez pas, chers collègues. Nous n'avons pas demandé une ribambelle de scrutin public sur des votes qui ne le méritaient pas forcément. Quelques mots. Simplement pour dire que dans le débat sur cette proposition de loi, le groupe écologiste et social a cherché avant tout à être utile pour défendre les citoyennes et les citoyens qui subissent des arnaques et des fraudes qui sont insupportables et qui portent un préjudice à la transformation indispensable du pays, en particulier en matière de sobriété énergétique. Voilà le sens des amendements que nous avons défendus. Je voudrais remercier le rapporteur et les administrateurs de leur écoute et de l'attention qui a été apportée à nos propositions. Et je voudrais saluer le fait que, au travers de ce texte, et nous allons voter pour, ce sera la première fois que l'Assemblée nationale vote l'interdiction de l'ensemble du démarchage téléphonique. Merci. Merci Madame Batho. Pour le groupe de la France Insoumise, Madame Lejeune. Merci Monsieur le Président. Nous maintenons notre perplexité face à un texte qui priorise du coup la fraude aux aides publiques avec un certain flou sur cette notion juridique et notre crainte maintenue que ces dispositions puissent s'appliquer à des aides qui sont essentielles aux Françaises et Français les plus précaires. On maintient notre inquiétude aussi par rapport à certaines dispositions au regard des menaces qu'elles font peser sur les libertés individuelles. Et on s'interroge aussi sur ce dispositif dans un moment où justement un certain nombre d'aides publiques sont en train d'être coupées dans le cadre du budget Bayrou, notamment celles sur la rénovation des bâtiments qui devraient être priorisées et massifiées au regard de l'urgence climatique. Et on s'interroge aussi sur ce texte au regard du manque de moyens qu'on donne à l'État pour réellement effectuer ces contrôles sur des possibles fraudes. Donc aujourd'hui, cette question des fraudes aux aides publiques, elle naît encore une fois dans un contexte où l'État recule, l'État abandonne certains secteurs d'intervention publique qui seraient pourtant absolument urgents et essentiels. Et donc, dans cette logique-là, on va s'abstenir sur ce texte ce soir. Je vous remercie. Merci Madame Lejeune. Monsieur Midi pour le groupe Ensemble pour la République. Nous, évidemment, on votera pour cette proposition de loi par cohérence et parce qu'on fait du concret. Par cohérence parce que ça fait des années qu'on lutte contre la fraude, que cette proposition de loi, elle vient dans la suite du plan qui avait été lancé en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre du Budget, pour lutter contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Et donc, on est cohérent, on continue, on ira jusqu'au bout de la lutte contre la fraude. Et on est concret parce que je remarque qu'aujourd'hui, on aura fait voter deux textes très concrets pour les Françaises et les Français, à la fois pour améliorer la vie de nos agriculteurs avec des mesures très concrètes sur l'épandage par drone. Et puis parce que là, avec cette proposition de loi sur la fraude, on va aller empêcher 1,6 milliard d'euros qui sont volés aux Français chaque année. Et avec ces 1,6 milliard d'euros chaque année, je peux vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses pour l'éducation, l'hôpital, la sécurité, la recherche et l'innovation.
Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Démocrates, Madame Met a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais d'un côté, nous nous réjouissons de la qualité des débats de ce soir sur un enjeu central pour notre pays. Mieux lutter contre la fraude aux aides publiques, c'est préserver la confiance de nos concitoyens dans l'action publique. Les aides publiques sont un pilier de notre pacte social. Elles soutiennent les plus vulnérables et encouragent la transition écologique et accompagnent les initiatives économiques. Mais lorsque ces dispositifs sont détournés, c'est tout le tissu social et économique qui est fragilisé. Mieux lutter contre la fraude aux aides publiques représente également un enjeu majeur pour le redressement de nos finances publiques, quand on sait que pour la seule année 2023, 400 millions d'euros auraient été possiblement détournés sur le dispositif MaPrimeRénov', selon Tracfin. Parce que nous pensons que ce texte permettra en l'état de renforcer efficacement et sans démesure la lutte contre le phénomène de fraude aux aides publiques, le groupe Les Démocrates le votera. Merci Madame Met. Madame Jourdan pour le groupe socialiste. Oui, merci Monsieur le Président. Donc j'ai pu rappeler en discussion générale les avancées obtenues en commission sur cette proposition de loi, et notamment le meilleur encadrement des dispositions proposées par notre rapporteur. Mais cet esprit de régulation s'est quand même un peu évaporé aujourd'hui et nous regrettons vivement quelques points. Tout d'abord que le compromis proposé à la suite de la commission sur l'article 2 n'ait pas été suivi. Il s'agissait de notre principale récrimination sur cette proposition de loi et le dispositif en l'état est excessif, n'a pas sa place dans ce texte et participe d'un récit dont seul le Rassemblement national saura se féliciter. Nous regrettons également sur le sujet du partage de données, l'adoption de l'amendement 63 du gouvernement qui engage un échange débridé d'informations entre administrations fiscales et organismes sociaux. La notion de partage spontané est d'ailleurs par principe contraire au principe de proportionnalité qui suppose des faits identifiés. De même, nous regrettons le retour en arrière, toujours à l'initiative du gouvernement, sur le démarchage physique. Toutefois, nous avons pu poursuivre et renforcer les gains de la Commission sur la lutte contre le démarchage téléphonique, en particulier, et avons préservé l'équilibre donc du mécanisme de suspension temporaire des aides publiques. Pour cette raison, nous resterons sur un vote favorable, mais nous vous demandons, Monsieur le rapporteur, de vous engager à mettre à profit la navette pour apporter la proportionnalité qui manque aujourd'hui, notamment sur cette question du partage des données. Je vous remercie. Merci Madame Jourdan. Monsieur Topiac pour le groupe Lyot. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe Lyot votera ce texte qui va globalement dans le bon sens. Des avancées positives sur l'interdiction du démarchage téléphonique, qui est une vraie plaie pour nos concitoyens. L'augmentation des sanctions pour les entreprises qui seraient en situation de fraude et l'interdiction de sous-traitance, qui est une vraie problématique dans la traçabilité des aides. On demandera effectivement, il y a toujours le sujet sur le débat entre les artisans du bâtiment et les grandes surfaces de bricolage de ce sujet-là devra être traité à mon avis, même si je conforte ma position. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un modèle urbain, un modèle rural qui s'opposent, qui peut-être peuvent être complémentaires. Le sujet qu'il faudra évoquer. Juste dire que si nous avons bien traité, me semble-t-il, les problèmes de fraude et les échelles de sanctions qui est évalué, il restera toujours un sujet, si nous voulons massifier, comment simplifier, c'est un débat que nous avons déjà eu en commission des DAT notamment, comment simplifier le dispositif de MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt, qui reste la principale complexité pour nos concitoyens. Et la massification, ça va vers plus de simplification. C'est notre débat que nous devrons avoir prochainement, je pense. Merci. Merci Monsieur Topiac. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Je vous invite à regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 149, exprimé 131, majorité 66, pour 131, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance demain à 15 h. Questions gouvernement. 5 propositions de loi visant à proroger la loi relative à l'assainissement cadastral, à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, à améliorer la prise en charge des soins du cancer du sein par l'assurance maladie, à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique, à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, et proposition de résolution visant à condamner l'oppression et la terreur imposée aux femmes iraniennes.
La séance est levée.